Il est architecte et travaille aujourd'hui en bureau d'études thermiques et environnementales. Il explique son quotidien de praticien et comment il en est venu à enseigner la transition écologique. Il raconte sa prise de conscience écologique, notamment quand on lui a appris le réemploi. Je te présente Guillaume Mercier, il partage sa vision psychologique de l'écologie, il transmet tous ses conseils pour réduire son empreinte carbone et donne ses meilleures recommandations sur le sujet. Bienvenue sur Percé. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à l'aimer, la commenter ou la partager à des gens que ça pourrait intéresser. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, ça soutient énormément mon travail. Je te remercie et je te souhaite un très bon visionnage. Mon métier est vraiment passionnant. Tu recentres vraiment sur l'essentiel. Ça va parler à beaucoup de gens, je pense. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend heureux, vraiment? Ça demande une autre façon de consommer. C'est un nouveau métier que j'ai appris. Je voulais être ingénieur aéronautique, absolument rien à voir. Il y a eu un petit virage entre temps. Et il y a eu un virage où, en fait, du coup, moi, j'ai commencé par de l'architecture d'intérieur. Pendant 3 ans, l'école s'appelait EFET. Architecte d'intérieur, en fait, t'es assez limité en termes de surface. Et le stade d'après, en fait, c'est architecte. Et en sachant qu'en étant architecte, tu peux être architecte d'intérieur aussi, la passerelle me paraissait assez simple. Du coup, je suis rentré en 3e année directement en architecture à Belleville. Bon, j'ai eu la chance de passer directement en 3e année. C'était que sur dossier, en fait. Ok. Donc, t'envoyais ton dossier et après, ils t'acceptaient ou non. J'ai beaucoup aimé. Ok. J'ai beaucoup aimé, surtout ça m'a ouvert quand même pas mal l'esprit sur beaucoup de domaines. On t'amène à voir beaucoup de choses et surtout on t'offre beaucoup de possibilités. T'as l'occasion de voir tellement de choses différentes qui sont tellement intéressantes que en fait tu peux facilement trouver ta voie. Peu importe le style d'architecture que tu pratiques, t'arriveras toujours à trouver ton domaine. Donc moi je me suis orienté directement sur tout ce qui va être structure bois, tout ce qui va être artisanat, tout ce qui va être matériaux biosourcés, etc. Je pense que j'avais besoin d'un peu de concret, où en fait j'ai eu cette sensation un peu désagréable en architecture, où ton travail peut être mis en cause, que ce soit pour la maîtrise d'ouvrage, ton client ou autre. Donc en fait tu fais une proposition par rapport à ton point de vue, ton expérience, ce que tu penses être bien, et ça peut être remis en cause juste par un aspect de subjectivité qui est quand même Ça peut être perturbant, frustrant, quoi. perturbant et frustrant. Parce que combien de fois tu mets beaucoup de ta personne, de ton temps, et juste parce que ton client ou ton professeur, il veut t'orienter vers sa vision. Et j'avais un peu de mal avec ce cadre-là où en fait en archi on te balance quand même beaucoup dans le grand bassin on va dire. Tu apprends à nager par toi-même et à te démerder un peu. J'avais besoin un peu de concret. Et il y a un autre principe où en fait j'ai beaucoup de mal avec le fait d'être un professionnel. Et dans notre branche, surtout en tant qu'architecte, où en fait tu prescris des choses. Ouais. C'est toi qui viens dessiner, dire j'aimerais que ce bâtiment soit de telle façon, avec ce matériau-là. Mais qu'au final, en fait, t'es pas assez de base pratique, qui est en fait la base de l'architecture. Ça me sidère un peu. Enfin, c'est quand même la base de l'architecture, c'est de savoir construire. Je vois un peu le point de vue de l'école, où en fait, ils essayent de pas t'enfermer dans des contraintes qui seront les contraintes professionnelles. Tu auras des normes, tu auras des façons de construire très précises, etc. En bureau d'études, c'est quelque chose que t'as moins, en tout cas. Ouais, bah clairement. Parce qu'en fait, en bureau d'études, tu es là pour aider l'architecte en tout cas. Et en fait, tu te bases sur des faits scientifiques, des savoir-faire constructifs. Tu te bases quand même sur des faits qui sont peu réfutables. Et du coup, c'était un peu un des aspects qui me manquait beaucoup en archi, où tout peut être mis en cause. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que tout le monde ne partage pas forcément ce point de vue. Là où j'ai commencé à prendre une branche plutôt ingénierie, plutôt assez tôt dans mon cursus d'archi, où en fait j'avais besoin que la patte architecturale que je donne soit sur des faits concrets et chiffrés. Pour moi, tu peux pas justifier juste par un aspect esthétique, parce qu'encore l'aspect esthétique c'est très subjectif. L'architecte arrive à avoir quand même une vision assez transversale sur un peu tous les sujets, qui le rend assez solide sur pas mal de sujets. Mais j'ai un peu l'impression que en fait, tu crées pour ton kiff. Ou en fait, tu fais ça parce que tu aimes. En fait, je pense que c'est ça, un des choses qui me manquait en architecture, c'est le sujet de fond. J'ai eu un peu de mal avec ça, où en fait, c'est ce qu'on t'apprend en fait en archi, c'est de blablater sur des choses. C'est limite politisé, tu vois. Et après, tu vas avoir tous les aspects aussi, vie perso, vie professionnelle aussi. Tu trouves que t'as réussi à avoir un équilibre aujourd'hui en travaillant en bureau d'études? Ouais. Enfin, de base, la pression sur les bureaux d'études est moindre parce que nous, on prescrit pas. On accompagne les architectes, etc. Mais en fait, on n'a pas de rédaction contractuelle.
Ce qui m'épanouit le plus, c'est j'ai l'impression que mon métier a du sens. Donc aujourd'hui, je travaille en bureau d'études environnement et thermique, qui s'appelle ZEFCO, qui traite toutes les échelles, donc qui va de la stratégie nationale bas carbone, donc travaille avec le ministère, jusqu'à l'échelle de chantier. Et du coup de la stratégie, on fait de l'urbanisme, on fait pas mal de bâtiments, et on fait des espaces publics aussi. Ok. Et derrière aussi, on a une transversalité sur les études qu'on fait. Parce qu'on va avoir toute une partie environnementale, Ouais. donc qui va concerner tout ce qui va être l'empreinte carbone, l'impact sur l'environnement, que ce soit en termes de biodiversité, gestion des eaux pluviales, respect de la faune, de la flore, travail sur des parcs par moment, sur la voie publique et autres. Donc comment tu réintègres de la pleine terre, comment tu gères la perméabilité de tes sols, des îlots de chaleur urbains. Donc en fait c'est très très varié. Donc on va avoir une mission qui est plutôt sur l'environnement, une mission qui va être plutôt sur la thermique. Quand tu fais un bâtiment, tu dois respecter des normes thermiques, donc sur l'isolation des bâtiments, sur éviter que les bâtiments consomment trop d'énergie et un impact environnemental trop élevé. On pratique ce qu'on appelle des SED, des simulations énergétiques dynamiques. Ok. Où là ça va aller plus loin que la réglementation. Où là tu vas vraiment passer sur toutes les consommations de ton bâtiment. Donc en fait c'est aujourd'hui ton bâtiment il va être bien isolé, mais derrière en fait on essaie de calculer le taux d'inconfort par rapport au confort d'été et plus au confort d'hiver. On se base sur des scénarios météo qui sont en 2050 où tu risques d'avoir des pics caniculaires, etc. Aujourd'hui en fait on isole beaucoup, mais on pense pas au confort d'été derrière. On se bat beaucoup contre la climatisation, où en fait t'as beaucoup de pratiques qui t'évitent d'utiliser ces climatisations, que ce soit la ventilation nocturne, donc juste une ventilation mécanique qui n'utilise pas de batterie. Et tu vas avoir une chose que les gens peut-être ont un peu moins dans leur imaginaire, mais c'est les brasseurs d'air. Au lieu de baisser la température intérieure, en fait on va essayer d'augmenter la plage de confort des gens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça prend cet aspect thermique un peu de ventilation et autres. Mais moi ce qui m'a intéressé le plus, c'est tout ce qui va être matériaux. Un aspect qui est assez intéressant dans le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est qu'en fait on est dans la recherche. On essaie de faire bouger les choses petit à petit. Et on travaille sur un bâtiment qui va peut-être être le premier bâtiment de bureau qui ne sera pas climatisé. On est dans cette logique où on essaie de démontrer aux gens. On fait ce qu'on appelle des POC. C'est Proof of Concept, des lieux de test. Et comment on évite du coup la clim et tout dans ces bâtiments? On va avoir le premier levier que j'avais expliqué qui va être amené soit de la ventilation naturelle par des façades traversantes, ou des brasseurs d'air. On essaye de coupler ça avec notamment du béton de chanvre. Où le béton de chanvre est super intéressant parce qu'en fait il a une triple porosité qui fait qu'en fait il a des échanges de vapeur d'eau et très rapide et l'un des plus efficaces qui va être en fait le fait d'absorber l'humidité et de la rejeter selon l'humidité ambiante dans ta pièce. Il a ce rôle de régulateur et qui joue beaucoup sur le confort. Par exemple, tu as des maîtrises d'ouvrage ou des clients qui visitent beaucoup des bâtiments en paille où en fait, en pleine canicule, ils sentent que quand ils rentrent dans le bâtiment, en fait, il est frais, sans climatisation, sans rien. C'est une des études en tout cas les plus stimulantes parce que c'est un sujet qui va impacter tout le monde dans les prochaines années. Et on est un peu sur les premières marches de ce qui commence à ressembler à une transition un peu où les gens commencent à changer un peu leurs habitudes et autres. J'avais gardé contact avec mon ancienne école d'architecture d'intérieur et j'aime beaucoup transmettre de façon générale, enseigner ces preuves de transmission qui me semblent ultra pertinentes. Je trouve qu'il y a des progrès qui sont faits petit à petit. C'est les nouvelles générations qui poussent ces sujets-là. Et en fait, quand tu reçois une demande, c'est là où tu as l'offre pédagogique qui vient derrière. Qui s'adapte en fait. Je trouve qu'elle vient un peu tard. Moi, ce qui me rend fou un peu, c'est on t'amène sur un projet et c'est page blanche. Bah déjà, en réalité, c'est jamais ça. En fait, on t'exclut tout ce qui était là avant. En fait. La valeur ajoutée à ton travail, c'est plus la matière grise que tu vas mettre en réfléchissant à comment tu peux t'inspirer de l'existant. C'est encore assez minime, même si c'est un gros travail, parce que le monde du bâtiment, c'est un des plus pollueurs en termes d'impact carbone. C'est la religion du neuf. Les gens ont du mal au réemploi parce que ça a déjà utilisé, ils ont beaucoup d'a priori sur l'aspect qui a déjà eu une vie, du coup qui est sale. Il y a beaucoup de choses à déconstruire encore, je pense, dans la mentalité. Ouais, et surtout en fait des gens qui se sont même pas posé la question. C'est en fait c'est dans leur habitude. Et aujourd'hui c'est juste qu'on vient montrer en fait une alternative qui existe. Et qui est super intéressant chez les élèves que j'ai aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils pensent pas autrement que par le neuf. Ils projettent ce qu'eux, ils ont envie
sans fond en fait. C'est juste une forme. Ils aiment bien la couleur, ils aiment bien ce style, mais je trouve que ça manque un peu de fond. C'est la première étape de ce que j'aimerais faire, c'est aller au-delà de l'architecture intérieure. En fait, je trouve que l'écologie avait beaucoup été accaparée à avoir une image très bobo, où en fait, si tu t'intéresses à l'écologie, On a le luxe de s'y intéresser. c'est du luxe. C'est en fait que t'as pas besoin d'autre chose. L'écologie, c'est pas forcément quelque chose qui est réservé au luxe ou des gens qui ont les moyens. C'est au contraire, c'est l'écologie de base, c'est plus une sobriété, parce que l'écologie, en fait, c'est un mot valise où on peut tout mettre. Et il y a beaucoup cet aspect de greenwashing. Il y a beaucoup à apprendre dans la sobriété paysanne. Tu fais avec les moyens du bord. Tous tes déchets peuvent être transformés en autre chose. En fait, tout peut avoir une seconde. Si je peux transmettre un seul message, c'est que si vous voulez agir pour l'écologie, il y a 3 étapes. Tu as une première étape qui va être la sobriété. Comment je peux me passer de certaines choses? Éviter de faire des actions. Donc ça va être plus un aspect de renoncement. Tu vas avoir un deuxième élément qui va être ok, j'ai réduit au max, j'ai tout recentré sur l'essentiel, ce dont j'ai vraiment besoin, ou voilà. Donc une fois que tu as réduit ça au max, c'est comment je peux faire mieux. Une fois que tu as fait moins, c'est faire mieux. Je vais mettre des matériaux écologiques, je vais acheter autrement, mon régime alimentaire. Ça englobe plein d'aspects de la vie. Et il y a un troisième aspect où là je l'utilise pas vraiment, que ça a beaucoup de biais négatifs. Ça va être la compensation. Ok, là j'ai réduit au max, j'ai essayé de faire mieux. Et je vais faire une action qui va permettre de compenser ce que tu as déjà émis. Par exemple, de reforestation, qui va permettre de stocker du carbone. Cette dernière étape, j'ai un peu de mal parce que ce que tu émets, tu pourras jamais le remplacer par autre chose. Par exemple, sur le métier d'architecte, tu vas imperméabiliser des sols, mais tu vas renaturer un endroit 2 km plus loin, dans le meilleur des cas, ou en France, ou dans un autre endroit. Sauf qu'en fait, ce que tu enlèves à un endroit n'aura pas le même pendant dans un autre endroit. La faune, la flore, comment tu gères tes eaux, en fait, c'est pas du tout le même milieu. Donc en fait, tu enlèves une partie à un endroit et tu la donnes autre part, mais ça a pas le même impact. Et du coup, t'as un peu ce biais-là où en fait, tu émets, mais tu te dis, bon, bah c'est pas grave, je compense autre part. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de jugement. C'était juste pour expliquer le biais cognitif qu'ont les gens de faire des économies quelque part pour leur dépenser quelque part. Un des aspects que j'aimerais apporter dans mes cours, c'est plus un aspect philosophique. C'est qu'en fait, la première étape de la sobriété, c'est déjà une remise en question philosophique. J'aimerais amener les gens à juste se re-questionner sur ce dont tu as vraiment besoin. Ça, c'est beaucoup lié aussi à ce qu'on peut appeler plus basiquement la clé du bonheur ou autre. Tu recentres vraiment sur l'essentiel. Moi, ce qui m'a amené le plus de bonheur dans ma vie aujourd'hui, ce qui me fait que je suis heureux, je suis comblé, c'est que j'ai recentré vraiment tout sur l'essentiel. Ça m'a détaché de tout ce qui est considéré comme superflu. Même le voyage, ça m'a beaucoup remis en question. Tout le monde a ses biais, il faut pas se flageller non plus. C'est juste que quand tu le fais, il faut en avoir conscience. Et avoir un ordre d'échelle aussi. Un aller-retour Paris-Bangkok, ça vaut environ 2,5 tonnes de CO2. Ce qui dépasse ce que devrait faire une personne en un an. L'idéal, ce serait 2 tonnes en fait. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, environ, les Français, ils sont à 9,9 tonnes de CO2 en moyenne. L'objectif, c'est d'arriver à 2 tonnes. Il faut prendre conscience, mais il ne faut pas culpabiliser. Et, par exemple, un régime végétarien, c'est 1,8 tonne économisé sur toute l'année. Donc en fait, ton aller-retour Paris-Bangkok, t'as bouffé plus qu'un an de végétarianisme. Ça passe beaucoup par une introversion, de recentrer sur vraiment l'essentiel de ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend heureux vraiment? Et différencier le besoin de l'envie. Ton plaisir, il va durer combien de temps? Les éléments qui restent dans ta vie, en fait, ça va être tous les moments partagés avec des gens. En fait, ça va te montrer qu'il y a beaucoup de choses simples qui te comblent, en fait. Et en fait, le fait de les avoir sous les yeux tout le temps, tu t'en rends plus compte. Que ce soit tes proches, ce que tu aimes faire dans la vie. Tout ça, ça te donne de la gratitude. D'ailleurs, je trouve que ce mot en anglais, il est très beau parce que tu peux dire aussi thankful et t'as merci dedans, tu vois. Et je trouve que c'est très parlant. Enfin, même de façon plus générale, genre, on se rend pas compte on a beaucoup de chance d'être là. Faut être reconnaissant d'aujourd'hui ce qu'on a. En fait, ça te donne une autre vision de, en fait, est-ce que t'as vraiment besoin de ça? Du coup, ça t'amène beaucoup plus facilement vers la sobriété pour remonter jusqu'à l'écologie et au cours. J'essaye de trouver des axes qui parlent aux gens, en fait. Sur les 100 personnes que je vais avoir, je vais peut-être en toucher 3, mais c'est 3 qui vont peut-être vraiment changer. T'as une étude qui montre que tu amènes les gens à prendre une voie selon 2 critères.
un critère qui peut être négatif par la contrainte. Et t'as un autre aspect qui va être bénéfique, où là tu vas encourager les gens, créer une dynamique, tu vas toucher que ceux qui sont intéressés, c'est que des petits fils que tu essaies de tirer un peu à droite à gauche. Tes habitudes changent par rapport à ton entourage, tes expériences, et surtout ta société. Tout ce qui gravite autour de toi te permettent de changer. T'as des choses, même dans la vie, on t'a donné des conseils, mais tu les as compris que 5 ans après. Bah, c'est exactement la même chose, c'est tu plantes une graine, et les gens, à force, vont finir par comprendre. Elle finira par germer. Je pense qu'il y a un point de bascule, c'était mon Erasmus à Bruxelles. Bruxelles, c'est un peu le berceau du réemploi. C'est là où j'ai fait mon premier bilan carbone. Ils essayaient de te faire comprendre que ce que tu mets en œuvre, on l'a extrait quelque part, on l'a transformé. Aujourd'hui, c'est le matériau que tu utilises. Qu'est-ce que tu en fais après? Ok, tu construis ton bâtiment, tu l'as livré. Mais ok, il va vivre comment ton bâtiment? Et c'est là où ils nous ont vraiment appris à faire du réemploi. Comment t'arrives à faire des assemblages qui peuvent être démontés? Franchement, c'est là où j'ai commencé à apprendre ces choses beaucoup plus à cœur. En alliant tous ces domaines-là, je me suis rendu compte qu'en fait, si je continuais sur la voie d'architecte, soit j'allais être très contraint, en fait, ça allait être 5% de ce que je vais faire. Ou soit je me disais, va dans un domaine qui est spécialisé là-dedans. En fait, trouver la chose qui te motive tous les jours à te lever, à aller au travail, qui te donne un sens, en fait. Et en fait, je pense que c'est tout ça qui m'a amené aussi à être prof. Et en fait, ça a aussi infusé sur ma vie aussi en général. En t'intéressant à tout ça, tu te rends compte que ton travail, c'est une partie. Tu peux l'amener dans une vision un peu plus globale sur comment je consomme, etc. Un truc qui m'a marqué, où en fait j'ai jamais pensé à faire ça, c'est le midi, et en fait tu vas chercher à manger quelque part, en fait tu crées des déchets, et en fait juste en ayant un Tupperware, tu vas à l'endroit où tu vas récupérer à manger, et ils ont juste à mettre ça dedans, tu récupères, tu laves, t'as pas créé de déchets. Globalement, en fait, de voir les gens faire différemment, ça te permet de prendre conscience. Une chaîne YouTube qui est vraiment très passionnante, qui creuse des sujets de fond et qui te donne des sujets de réflexion extrêmement intéressants, très bien produites. Chaîne YouTube qui s'appelle Tout Simplement, qui en fait traite vraiment beaucoup de sujets, que ce soit scientifiques, humains, philosophiques, psychologiques, extrêmement intéressant, très court, synthétique, beaucoup d'infos, pédagogique. Vraiment une chaîne que je recommande à tout le monde. Et il y en avait une autre, en fait, qui m'a permis de recentrer un peu c'est quoi la base de l'écologie. C'est en plus une BD qui est assez connue maintenant, c'est Un monde sans fin. Ça permet de comprendre toutes les imbrications de notre société. Et en fait, tout ça, ça part de l'énergie, d'en tirer un maximum de profit. En fait, t'as une évolution des technologies à partir de la révolution industrielle. Et en gros, t'as un effet rebond qui fait qu'en fait, on a amélioré les technologies, mais on les a tellement rendues complexes, etc., qu'elles ont eu besoin de plus en plus d'énergie. Les consommations de ressources en énergie, en fait, elles ne diminuent pas, en fait, elles s'accumulent. En fait, de base, l'aspect humain est de repousser les limites. Ça a toujours été cet aspect-là. Donc en fait, dès qu'on a voulu améliorer une technologie, c'est pour aller plus loin, aller plus vite. Est-ce qu'un architecte écolo, ça fait que du camping pendant ses vacances? Je pense pas, non. Clairement pas. Est-ce que tu te vois vivre toute ta vie en région parisienne? Non. Est-ce que t'étais bon en art plastique à l'école? Oui. Est-ce que la réhabilitation, ça a plus de sens que de construire du neuf, même s'il est biosourcé? Bah clairement. Est-ce que planter des arbres, ça suffit à rafraîchir une ville? Il n'y a pas que ça. Est-ce que tu préférerais habiter dans une maison en paille ou une maison en terre? Les deux. Est-ce que la Pachira, c'est ta plante préférée? Ça a commencé. Une Pachira de 2 mètres là dans le métro, c'était incroyable. Est-ce que t'aimerais un jour être prof à plein temps? Non, transmettre quand t'es plus dans la pratique, je trouve ça trop délicat. Est-ce que tu serais capable d'apporter ton compost en soirée? Bah clairement. Est-ce que la fibre de bois, c'est le meilleur isolant biosourcé? C'est celui qui a le meilleur compromis en tout cas. Est-ce que l'énergie solaire, c'est l'énergie du futur dans le bâtiment? Je pense pas. Et la géothermie? Pour moi, c'est le réseau de chaleur urbain. C'est mettre en commun l'énergie, ça peut se verdir dans le temps. Est-ce que l'architecture peut changer la société? Non, je pense pas. Viens en bureau d'études. Le seul conseil que je peux donner, c'est que personne définira qui tu es. Ce sera toi qui feras ton chemin. Et en fait, faut pas avoir peur de partir faire autre chose. C'est juste, faut avoir la motivation. Ça, je pense que ce serait intéressant que tu mettes aujourd'hui le Ikigai. C'est ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé surtout, et ce pourquoi vous êtes doué. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que ce pourquoi t'es doué, c'est pas forcément ce que t'aimes faire, et inversement, tu vois. C'est ça. Et ce dont le monde a besoin, il faut qu'il y ait une demande pour qu'un métier existe. C'est pas parce que t'as fait 5 ans d'architecture qu'il faut que ça te bloque dans un métier que tu vas peut-être pas forcément aimer. Mais je suis pas sûr en fait. Ça me met un gros doute, c'est pour ça. Ouais, non, c'est un sujet important. Très deep.
En C'est fait, l'architecte qui est en toi là qui repart. là, on parle de matériaux, je suis ravi, clairement. On voit la même référence, mais... Quelque chose de Ouais, j'ai commencé à grattir, oh là là, c'est quoi ça?